Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver. Un peu triste, puisque c'est la dernière rencontre de la saison. Aujourd'hui, donc, je voulais vous parler des causes de ce remplacement, de cette extinction alors surtout des Néandertaliens, en fait, parce que pour les autres groupes qui ont été aussi remplacés par les Homo sapiens, il y a beaucoup moins de littérature. Encore que vous verrez à la fin de notre cours, je vous montrerai une image ou deux à propos d'une forme asiatique. Mais c'est surtout en fait les Néandertaliens qui sont évidemment une sorte d'icône et donc qui ont suscité énormément de spéculation en fait sur les raisons de leur disparition. Je pense que vous connaissez un petit peu la fin de l'histoire déjà. Et avant d'examiner toutes ces causes qui ont été évoquées dans la littérature, et pas que dans la littérature scientifique, il faut quand même poser la question, est-ce que les Néandertaliens ont vraiment disparu? Parce que c'est une sorte de tarte à la crème, si vous allez sur les réseaux sociaux, si vous lisez la littérature de vulgarisation, vous trouverez des dizaines et des dizaines de sources qui expliquent que, dans le fond, les Néandertaliens n'ont pas disparu, ils sont parmi nous, nous sommes un peu néandertaliens. Évidemment, tout ça, ça repose sur cette notion qu'on a discutée la dernière fois, que dans le génome des non-africains actuels, on a 2% d'ADN néandertalien qui est préservé. Je vous ai expliqué que ces 2%, ils variaient d'un individu à l'autre, qui ne représentaient au total qu'une partie du génome néandertalien, c'est-à-dire qu'il y a au moins 60%, peut-être même plus, du génome néandertalien qui a été éliminé par la sélection naturelle du génome des descendants d'hybrides. Et puis aussi, on a un peu parlé de ça, sur le fait que du point de vue phénotypique, c'est-à-dire de l'expression de cette partie-là du génome, ce n'était pas toujours très évident chez des humains actuels de reconnaître des caractères qu'on puisse rattacher à cet héritage, sauf pour l'immunité, où là, c'est assez clair. Voilà comment ces 2% d'ADN néandertalien sont présents sur la planète. Alors là, la couleur rouge est un petit peu exagérée sur l'Eurasie, mais enfin, ça vous donne quand même une idée de la situation. Donc, presque rien en Afrique, sauf en Afrique du Nord et puis en Afrique de l'Est, autour de la mer Rouge, et puis donc en Eurasie, et puis au-delà de l'Eurasie, en Australie, dans les Amériques, la présence de ces 2% d'ADN néandertalien. Alors évidemment, cette idée que les Néandertaliens n'ont pas disparu, qui sont parmi nous, il y a un aspect un peu rhétorique là-dedans, parce que, évidemment, certains peuvent considérer que 2%, c'est formidable, 2% d'ADN néandertalien, c'est considérable, mais c'est vraiment une affaire d'appréciation. Parce qu'en réalité, vous vous souvenez que quand on a discuté de cette question de continuité régionale versus remplacement par des populations d'origine africaine, j'ai insisté sur le fait que, dans le fond, la mise en évidence de ces 2% n'avait quand même pas renversé la table. C'est-à-dire que ceux qui ont voulu utiliser ça pour, dans le fond, ressusciter le multirégionalisme, ou le ressusciter en partie sous la forme d'un modèle dit d'assimilation, étaient quand même très loin du compte, puisque, en
fait, quand on parle de 2%, quand on parle de 2%, on n'est pas très loin de 0%, en fait, et donc d'un remplacement pratiquement complet. Mais ça vaut quand même la peine de poser la question du mécanisme, dans le fond, de cette transmission. Et vous avez vu les fois précédentes que, dans le fond, en tout cas pour l'Europe, ce qu'on connaît le mieux, l'arrivée de Sapiens, ce n'était pas une vague homogène qui avait déferlé sur le continent en remplaçant et en absorbant ou en absorbant des Néandertaliens. Qu'en fait, c'est une histoire beaucoup plus compliquée, avec toute une série d'épisodes qui courent sur plusieurs milliers d'années. Et dans deux papiers que je vous ai montrés la dernière fois et qu'on va revoir brièvement, en particulier ce papier de Sumer et collaborateurs, très récemment, on a pu établir la date, en tout cas une fenêtre de temps assez étroite, dans lequel l'introgression d'ADN néandertalien qu'on trouve toujours dans les populations actuelles s'était produite. Et j'ai insisté sur le fait que c'était une date qui était extrêmement récente, ce qui avait un peu surpris tout le monde, parce qu'on avait en tête une date d'introgression vers 80 000, vers 60 000, quelque chose comme ça. Et en fait, ces deux études pointent vers une date qui est plutôt autour de 48 000, quelque chose comme ça, c'est-à-dire en fait très peu de temps avant l'arrivée en Europe de populations comme celle de Ranis ou de Zlatikoun. En fait, c'est la même population, Ranis et Zlatikoun, hein, vous vous souvenez de ça. Et donc, ça, c'était un petit peu surprenant. Puis, il va y avoir une deuxième vague, si je peux dire. En tout cas, c'est ce qu'on a identifié pour l'instant. On en identifiera probablement d'autres dans les années qui viennent. Mais disons, il y a une deuxième étape qui est tout à fait remarquable. C'est une étape qui se situe plutôt vers 40 000. Donc on est 8000 ans plus tard. Et là, c'est l'arrivée en Eurasie de populations qui sont liées aux populations actuelles. Alors pas à 100%, hein, nous ne sommes pas à 100% les descendants de ces Aurignaciens qui sont arrivés en Europe, mais nous portons une partie du génome de ces chasseurs-cueilleurs. Et pareil en Asie. Et dans la période de temps entre, disons, 50 000 et 40 000, hein, à la louche, eh bien, on a vu qu'il y avait plusieurs petites populations pionnières qui avaient pénétré dans les latitudes moyennes de l'Eurasie. Alors, à l'ouest, on parle des populations de Zlatikoun et Ranis d'abord, et puis ensuite une vaguelette, si je peux dire, un petit peu plus tardive qu'on va trouver en Bulgarie et en Roumanie, donc à Batchokiro et Oasé. Ça, c'est vers l'ouest. Et vers l'est, on a aussi l'équivalent de cela avec ce fameux fémur d'Oustishim que je vous ai montré plusieurs fois, qui est daté d'environ 44 000, qui a été trouvé en Sibérie occidentale. Hors contexte archéologique, on pense que c'est plus ou moins lié à ce paléolithique supérieur initial, comme d'ailleurs ces formes européennes. Et donc, toutes ces petites populations, quelques centaines d'individus à chaque fois, elles vont très très loin hors de leur zone d'origine au Proche-Orient, et elles n'ont pas de descendance dans des populations plus récentes en Europe ou en Asie. Donc, elles s'éteignent. Alors, elles s'éteignent, soit elles se perdent dans le monde néandertalien, ou elles se perdent dans le monde sans néandertalien, mais elles n'ont pas de descendance, ou alors elles sont absorbées
par les populations aurignaciennes en Europe ou des populations qui se répandent en Asie après 40 000 ans. Et elles sont absorbées à un niveau tel que leur génome est indiscernable ou quasiment indiscernable. Je vous dis ça parce que je pense avoir vu passer une publication où quelqu'un a signalé un tout petit peu d'ADN de Bachokiro, si je peux dire, dans des fossiles un peu plus tardifs en Europe. Donc c'est possible qu'il y ait quelques gouttes de ce sang-là qui soient passées dans la vague aurignacienne. Mais essentiellement, on a, si je peux dire, un remplacement intermédiaire avant le remplacement des Néandertaliens. Et le remplacement final des Néandertaliens, c'est quelque chose qui se passe après 40 000, enfin vers 40 000. Après 40 000, pour l'instant, on n'a pas de Néandertaliens en Europe. Alors peut-être dans la péninsule ibérique, ça a duré un petit peu plus longtemps, mais pas beaucoup plus longtemps. Et l'autre point sur lequel j'ai insisté, c'est que donc, on a une introgression d'ADN néandertalien au Proche-Orient vers 48 000, 49 000, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, en Europe, ces petites populations pionnières, parfois elles se sont hybridées avec des néandertaliens locaux, une seconde fois, c'est le cas à Bachokiro, mais parfois ça n'est pas arrivé. Donc des histoires complètement différentes. Et j'avais insisté sur le fait que, dans le fond, cet épisode d'hybridation locale, c'était intéressant parce que ça nous dépeignait des situations assez diverses de ces populations migrantes, des rapports différents avec les Néandertaliens, mais que, dans le fond, c'est intéressant historiquement, mais du point de vue de la postérité des Néandertaliens, si je peux dire, ça compte guère, puisqu'elles n'ont pas de descendance aujourd'hui. Et c'est un point sur lequel je voudrais revenir dans ces deux papiers que j'ai cités la dernière fois. Donc d'abord le papier de Sumer et collaborateurs. Et je vous ai sorti deux citations de ce papier, et dans ces deux citations, dans le fond, les auteurs insistent sur le fait que cette contribution de 2% d'ADN néandertalien qu'on trouve dans des populations non africaines actuelles, c'est le résultat d'un seul épisode de mélange, et non pas de l'accumulation de ces différents épisodes que j'ai cités tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui se produit au départ, si je peux dire, et qui, dans le fond, va survivre dans tous les descendants de ces populations. Alors il y a différentes méthodes qui ont été utilisées pour établir cela, mais c'est assez robuste. Et c'est quelque chose sur lequel les auteurs du papier de Nature, comme les auteurs du papier de Science, insistent, c'est-à-dire cette notion qu'on a un seul événement qui est à l'origine de ces 2% et que les autres événements, dans le fond, ne comptent pas. Et alors, dans le papier de Yazzie dans Science, il y a un autre aspect qui est discuté et qui est, je trouve, très intéressant et très important, et qui, je trouve, n'a pas tellement été relevé par les commentateurs de ces papiers, c'est que, en regardant la nature de cette contribution néandertalienne qui a été acquise au Proche-Orient, les auteurs insistent sur le fait que la source de cet ADN néandertalien, c'est une population néandertalienne, ou en tout cas un petit groupe de populations très liées entre elles. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire que les 2% d'ADN néandertalien dont nous avons hérité et qui persistent encore aujourd'hui dans notre génome, c'est le fruit d'une hybridation avec un petit groupe, quelque part, à la sortie d'Afrique. Et que dans le fond, tout ce qui s'est passé après, dans l'expansion des sapiens sur l'Eurasie, dans le fond, ne compte guère. Et ça, on peut le traduire en d'autres termes. Dans le fond, je vais essayer de résumer ça tout à l'heure dans un schéma.
ce qu'on voit, c'est qu'il y a la formation d'une sorte de réservoir à la sortie d'Afrique, où des sapiens d'origine africaine, localement avec un groupe de néandertaliens, s'hybrident. Et ce réservoir de population, c'est celui qui va fournir les vaguelettes ou les vagues de sapiens qui vont coloniser non seulement l'Europe et l'Asie, mais qui vont pénétrer dans les hautes latitudes et qui vont aller en Australie, en Amérique et partout. Et donc ça, c'est un point sur lequel j'attire votre attention parce qu'il est très, très important. Alors voilà le scénario en termes de chronologie que proposent Yassi et collaborateurs dans leur papier. Donc on a une sortie d'Afrique, probablement vers 50 000, peut-être un petit peu plus que 50 000. Hein, c'est, comment dire, bon voilà, c'est l'âge de ces industries qu'on appelle émiriennes, ces industries de Bokertartite que je vous ai montrées, qu'on trouve en Israël, au Liban, en Syrie, en Jordanie, enfin toute cette région-là. On a une période assez longue qu'ils estiment à 7000 ans, ce qui est quand même assez long, pendant lequel, localement, il y a cette, comment dire, ce phénomène d'hybridation qui se produit avec des néandertaliens. Et ça, c'est quand même assez impressionnant, hein, parce que ça suppose quand même la survie, la persistance de groupes néandertaliens pendant une très très longue période après le premier contact avec des sapiens. Et encore une fois, on peut se demander, j'allais dire comment c'est possible. Peut-être que c'est possible à cause du genre de phénomène que je vous ai illustré par ces babouins en Afrique de l'Est, hein, qui ont une zone d'hybridation, mais qui, dans le fond, ne se mélangent pas vraiment. Et j'ai insisté aussi là-dessus. Il y a immédiatement la sélection naturelle qui joue là-dessus. Alors, il y a des variants génétiques qui sont sélectionnés positivement parce qu'ils présentent un avantage pour les migrants, et c'est en particulier tout ce qui tourne autour de l'immunité et puis des conditions locales. Mais en même temps, il y a tout de suite une purge du génome de la contribution néandertalienne qui est, entre guillemets, délétère quand elle se trouve mélangée à du génome de sapiens. Alors on a, je crois, à Zlatikoun, on a encore, je vous ai dit l'autre fois, dans le fond, cette purge, elle se fait tout de suite, c'est vraiment les premières générations. Alors en fait, c'est peut-être un peu plus que les premières générations. Dans ces papiers, ils donnent des chiffres de l'ordre de, je crois que c'est 80 générations pour la purge totale, si je peux dire, du génome. Enfin, vous me direz, 80 générations, c'est beaucoup, mais après, tout dépend de ce qu'on prend comme référence. Et donc, il y a cette purge qui se produit. Et puis ensuite, voilà, nos sapiens qui vont descendre de ces populations, eh bien, ils vont continuer leur évolution. Et on va avoir des effets de la sélection naturelle sur leur génome, et en particulier sur le petit bout de génome qu'ils ont hérité des néandertaliens, qui va fluctuer au cours du temps, hein, en fonction des conditions. Certains de ces éléments, certains de ces variants peuvent se révéler bénéfiques à certains moments et puis plus très avantageux à d'autres, surtout en période de Covid. On vous a parlé de ça. Alors, comment est-ce qu'on peut résumer tout ça de façon assez simple? Voilà la distribution néandertalienne telle qu'on peut l'imaginer. Alors là, les auteurs qui ont produit cette image ont été un peu pessimistes vers le nord, si je peux dire, bon, sans qu'on puisse monter très très haut cette distribution.
Dans le nord de l'Allemagne, en Pologne, on a peut-être quand même un petit peu plus haut, disons jusqu'à la rive de la Baltique, on a sans doute des Néandertaliens, même si on n'en a pas beaucoup. Puis aussi dans la zone là au-dessus de la Caspienne. Et puis ça va jusque dans l'Altaï, qui est la région où on trouve les Néandertaliens les plus orientaux. J'insiste à nouveau sur le fait que ce genre de cartes sont des palimpsestes, ce sont des accumulations de présence de Néandertaliens à différentes époques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune époque du passé où il y a eu des Néandertaliens partout où il y a du bleu sur cette carte. C'est en particulier vrai pour l'extension la plus orientale, dont vous vous souvenez que c'est quelque chose qui se produit durant les phases interglaciaires, où la Caspienne voit sa surface réduire considérablement, alors qu'elle s'étend au contraire pendant les périodes glaciaires, et puis il y a peut-être plus de circulation de population dans les latitudes moyennes à moyenne élevée de l'Asie centrale. Et donc dans cette distribution-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a à peu près 50 000 ans, on a des populations d'origine africaine qui arrivent au Proche-Orient. Et là, elles vont rencontrer... Alors, tout ça est très schématique. Hein. Je vous ai fait un gros rond orange. Ce gros rond orange, on ne sait pas trop où il est. Hein. Il pourrait être plus sur l'Iran, plus sur la Turquie. Bref, mais il est par là. Hein. Et donc, ce rond orange, c'est quoi? Eh bien, c'est cette population réservoir dont je vous ai parlé. Alors, dans la littérature des paléogénéticiens, ils parlent de basal population, Eurasian basal population ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une population source qui va, vous l'avez vu, perdurer dans cette région du monde pendant plusieurs milliers d'années. Et pendant ces plusieurs milliers d'années, on va avoir, il y a environ 47 000, 46 000, 45 000, des petites populations de quelques centaines d'individus qui vont partir vers l'ouest, vers l'est. Là aussi, hein, c'est très schématique. Vous avez vu, je n'ai pas hésité, les ancêtres d'Oustishim, je n'ai pas hésité à leur faire traverser la mer Caspienne. Hein. Bon, ils ont probablement fait le tour. Et donc, on a ces petits groupes qui se répandent en Eurasie, petits groupes qui sont sans relation avec les populations de sapiens plus tardifs. Et puis, il y a un petit peu plus de 40 000 ans, tous ces petits groupes ils vont être remplacés par d'autres populations de sapiens qui viennent de la même population source et qui vont donner en Europe les Aurignaciens et puis dans le reste de l'Eurasie d'autres groupes. Alors tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous vous souvenez que la question que l'on se posait, c'est est-ce que les Néandertaliens ont vraiment disparu? Ça dépend un peu de quels Néandertaliens on parle. Si on parle des Néandertaliens qui vivaient en Europe occidentale il y a 50 000 ans, 45 000 ans, 60 000 ans, eh bien oui, ils ont bel et bien disparu, ceux-là, parce qu'ils ont été complètement remplacés par des populations venant du Proche-Orient qui, certes, avaient un petit peu d'ADN néandertalien, mais pas le leur, hein, celui d'un groupe local au Proche-Orient. Et donc, la vision qui est... on voit bien hein, le côté bien intentionné de ce scénario, mais la vision, d'ailleurs, que partagent certains de mes collègues, hein, suivant laquelle, dans le fond, les Néandertaliens qui vivaient en Europe occidentale, ils ont été gentiment absorbés par des sapiens qui arrivaient là, eh bien, c'est une image qui n'est absolument pas confirmée par toutes les données paléogénétiques qu'on a. Ça, c'est absolument clair. Alors après, on peut croire ce qu'on veut, mais en tout cas, les données paléogénétiques démentent complètement ce scénario-là. Alors bon, maintenant qu'ils ont disparu, on peut discuter de pourquoi ils ont disparu. Alors là,
je dois dire que les causes ne manquent pas dans la littérature et les chercheurs ont fait preuve d'une imagination absolument infinie pour faire disparaître les Néandertaliens sans mettre en cause les sapiens qui arrivent. Et donc, on a imaginé des causes de disparition des Néandertaliens qui n'avaient rien à voir avec l'arrivée de sapiens. En gros, l'idée, c'était, et c'est peut-être toujours pour certains, les Néandertaliens ont disparu, la place était vide, et des sapiens sont arrivés et se sont installés en Europe. Alors, on a imaginé des causes catastrophiques, je vais vous en raconter une ou deux. On a imaginé des causes environnementales moins catastrophiques, mais désagréables quand même. Donc, surtout des causes climatiques, mais pas que. En gros, les Néandertaliens ont disparu parce qu'il faisait froid. Et puis après, des causes endogènes, qui sont des causes liées à leur taille de population, leur génome, leurs besoins physiologiques, leur comportement de reproducteur, etc., etc. Et enfin, il y a quand même des gens qui ont dit mais on ne peut pas ne pas complètement exclure l'arrivée des sapiens dans cette histoire-là. Et donc il y a des scénarios qui ont été proposés qui soit rendent sapiens l'unique responsable de cette disparition, soit qui combinent cette arrivée avec les autres causes précédemment évoquées. Alors on va commencer par les causes catastrophiques, c'est quand même celles qui sont les plus rigolotes. Alors là, il y en a une qui a fait couler pas mal d'encre encore récemment, c'est ce qu'on appelle l'excursion de la champ. Ce n'est pas une excursion dans les champs, c'est un phénomène de disparition du champ magnétique terrestre. Donc vous avez une image très schématique du globe terrestre à gauche. La Terre, c'est une croûte terrestre solide, mais en dessous, ça bouge, c'est chaud. Donc on a un manteau, donc c'est du magma, très haute densité, à très haute température, plusieurs enveloppes. Et au milieu de tout ça, il y a un noyau, qui est un noyau très riche en métaux, en fer, en nickel. Et tout ça, enfin surtout le manteau, est animé de mouvements de convection, un petit peu, vous savez, ce que vous voyez quand vous faites cuire un œuf dans une casserole, vous voyez, il y a des mouvements, des cellules de convection dans l'eau. Là, c'est un petit peu la même chose, bon, pas la même vitesse. Et donc tout ça, ce noyau métallique, ces mouvements de convection, c'est ça qui génère le champ magnétique terrestre. Donc la Terre, c'est une espèce de gros électroaimant, et tant mieux. Pourquoi ? Parce que l'existence de ce champ magnétique terrestre nous épargne l'arrivée d'un flux de radiation cosmique, de particules qui arrivent du Soleil, et il s'est créé dans la haute atmosphère une couche d'ozone qui est de l'oxygène ionisé, qui constitue une barrière efficace contre cette espèce de bombardement qui vient à la fois du Soleil et puis de l'espace en général. Et je dis qui nous protège, pourquoi ? Parce que ces rayonnements cosmiques, on sait qu'ils ont des effets mutagènes, qu'ils ont des effets délétères sur la vie. Et heureusement que la couche d'ozone et le champ magnétique terrestre est là. Alors malheureusement, ce champ magnétique terrestre, il a tendance à être instable. On ne sait pas, c'est certainement lié à ces mouvements de convection dans le manteau terrestre dont je vous ai parlé. On a des modifications du champ magnétique terrestre qui peut s'affaiblir, se renforcer et changer d'orientation. Et donc, on a
assez bonne connaissance de ça. Il y a au cours du temps, alors à une échelle assez rapide, des variations de l'endroit où le pôle magnétique terrestre se trouve par rapport au pôle nord géographique. Hein, ça bouge assez vite d'année en année. Et puis, en plus de ça, on a des périodes d'instabilité où le pôle nord magnétique va passer au sud et puis parfois revenir, mais parfois il va rester là-bas. Ce que vous avez sur cette carte au milieu, c'est l'illustration de mesures de l'emplacement du pôle nord magnétique autour de 780 000, 800 000 ans. Vous voyez que ça a changé pas mal de fois. Et on peut, en mesurant la polarité magnétique de certaines roches, qui sont capables de fossiliser ce champ magnétique à chaque moment du passé, on peut reconstituer l'évolution de toutes ces inversions du champ magnétique terrestre. Et donc, on peut dessiner une colonne stratigraphique comme celle qui est à gauche, là-bas, avec des grandes périodes qu'on va appeler des périodes normales, parce qu'elles sont comme maintenant, c'est ce qui est représenté en noir, et puis des périodes inverses, auxquelles on a donné des noms. Alors la période normale actuelle, on l'appelle brune, la période inverse qui a précédé, on l'appelle Matuyama, celle d'avant, on l'appelle Gauss, celle d'avant, on l'appelle Gilbert, etc. On a des noms très poétiques. Et vous voyez que c'est plus compliqué que ce que je vous raconte, parce qu'à l'intérieur des périodes inverses, on a des épisodes normaux. Et c'est même pire que ça, parce que donc, ces épisodes normaux, bon, ce sont des épisodes qui durent quand même parfois quelques dizaines de milliers d'années, mais on a ces fameuses excursions comme celle de Lachan. Et vous avez ici à droite des profils paléomagnétiques montrant ce qui s'est passé au cours des derniers 300 000 ans. Donc on est à l'intérieur de la période brune, donc de la période normale. Et vous voyez qu'il y a des petites barres blanches. Et ces petites barres blanches, c'est des moments où, pendant un temps très court, le champ magnétique terrestre s'est inversé et puis est revenu à la normale, si je peux dire, puisqu'on est dans une période normale. Et quand ça se produit, eh bien, le champ magnétique terrestre s'affaiblit considérablement et, à un moment donné, s'annule avant de se remettre en place. Et donc, l'idée qui a été souvent évoquée, c'est que ces excursions, ces périodes d'affaiblissement ou d'annulation du champ magnétique terrestre, ça avait un impact sur les formes de vie. Et donc, on a essayé de mettre ça en relation avec ce qu'on connaissait de l'histoire de la vie et en particulier des populations humaines. Et alors, quelque chose qui a été très souvent évoqué, c'est la coïncidence entre une excursion qu'on appelle l'excursion de Lachan et puis la disparition des Néandertaliens. Et donc, en gros, on a dit, ben voilà, c'est les rayons cosmiques qui ont détruit les Néandertaliens. Enfin, je caricature un peu, mais c'est ça l'idée, hein, en fait. Alors, c'est une idée qui est discutée depuis assez longtemps. Hein. Mais récemment, 2021, l'affaire a été ressuscité, réanimé par un groupe qui travaille en Nouvelle-Zélande, en Australie, avec un chercheur qui s'appelle Cooper. Et disons que ces gens-là, en fait, ce sont des gens qui font surtout de la datation très précise, et donc ils ont daté de façon peut-être plus précise qu'avant cet épisode de Lachan. Et ils ont publié un article dans Science, en gros, en disant, ben voilà, cet affaiblissement de Lachan, on peut le mettre... Alors d'abord, ça a probablement provoqué une disparition de la couche d'ozone et des dérèglements climatiques divers et certains bouleversements biologiques.
Alors, ils ont mis ça en relation avec la disparition de mégafaune en Australie, par exemple. Et puis, on a remis sur le tapis l'histoire de l'extinction de Néandertal. Alors, le problème de cette catastrophe, c'est que la date de Lachan, ça ne correspond pas à la date de disparition des Néandertaliens. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que les datations que ces gens ont établies de façon très précise sont des datations, vous voyez, autour de 42 000, avec beaucoup de détails. Or, en Europe, on a des bonnes raisons de penser que des Néandertaliens, il y en a au moins encore autour de 40 000. Donc ça, c'est un sérieux problème, parce que il n'y a pas de coïncidence. D'ailleurs, vous allez voir que c'est un problème récurrent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un a dit « les Néandertaliens ont disparu parce qu'il s'est passé ci ou ça », d'abord, premièrement, il se passe toujours quelque chose. Donc vous pouvez prendre n'importe quel point du passé, il s'est passé quelque chose. Il a fait plus froid, il a fait plus humide, il a fait plus chaud, il y a des rayons cosmiques qui sont arrivés, ça, on peut toujours trouver quelque chose. Mais le problème, c'est qu'en général, tôt ou tard, on montre que le déterminisme qu'on a voulu mettre en place ne fonctionne pas simplement parce que la conséquence de l'événement qu'on met en avant, elle n'apparaît pas au moment où elle devrait apparaître. Alors, il y avait un autre problème, il y a toujours un autre problème avec cette hypothèse, c'est que, alors, soit, imaginons, les Néandertaliens ont quand même pris un sacré coup avec les radiations cosmiques de l'excursion de Lachan, mais les autres, les sapiens, ils sont là, donc eux, ils n'ont pas disparu. Et donc, pourquoi ils n'ont pas disparu? Alors là, je dois dire que le papier de Cooper et compagnie dans Science est quand même extrêmement créatif, parce qu'ils ont mis en avant des causes pour lesquelles les sapiens auraient échappé aux radiations. Alors, sérieusement, hein, ce papier propose que l'utilisation d'ocre rouge a permis aux sapiens à faire une espèce de masque anti-radiation, si je peux dire. D'ailleurs, ça suppose qu'ils se doutaient que quelque chose de pas très bon était en train d'arriver. Donc, utilisation de pigments. Et puis aussi, fréquentation des grottes. Donc, serait mis dans les grottes beaucoup plus que les Néandertals. Et comme ils fréquentaient les grottes, donc développement de l'art pariétal. Donc tout ça, je ne l'invente pas, hein, c'est dit dans ce papier. Alors évidemment, honnêtement, c'est quand même un petit peu délirant. Et juste pour vous tenir informé, de l'art pariétal, on en a publié il y a à peu près un mois dans les Célèbres qui datent de 67 000 ans. Donc là, on est très très avant l'excursion de Lachan. C'est assez difficile de mettre ça, d'expliquer l'apparition de l'art pariétal et la fréquentation des grottes par une réaction à cet épisode de Lachan. Donc encore une fois, je pense que ça, c'est pas très sérieux en fait. Alors, une autre catastrophe qui est intervenue à peu près au même moment, c'est une éruption volcanique catastrophique. Alors, on a souvent parlé d'éruptions volcaniques catastrophiques. Les paléanthropologues aiment bien ça. Hein. Donc, on a eu le mont Toba, on a eu d'autres avant. Hein, mais donc, celle-là, c'est l'éruption des champs flégréens. Alors, qu'est-ce que c'est les champs flégréens? C'est la région de Naples. Alors, vous connaissez l'éruption du Vésuve, Pompéi, Herculanum, etc. Mais Pompéi, Herculanum, c'est de la rigolade à côté de ce qui s'est passé il y a 40 000 ans. Enfin, un peu moins de 40 000 ans. Et donc, il y a un peu moins de 40 000 ans, il y a eu, je ne sais pas si vous voyez sur la carte, à l'ouest de Naples, il y a une zone qui est marquée Pozzoli, donc c'est la baie de Puzzol.
Et cette baie, en fait, autrefois, c'était une sorte de méga-volcan qui a littéralement explosé pendant cette éruption volcanique. Et donc, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, il y a eu une éruption ignimbritique. Alors, les ignimbrites, c'est... Enfin, je souhaite à personne de vivre une éruption volcanique, mais la pire qui puisse vous arriver, c'est celle-là. Hein. C'est-à-dire, l'ignimbrite, c'est un aérosol de roches fondues et de gaz brûlants. Donc, bon... Et ça se répand et ça se solidifie. Donc voilà, c'est littéralement une pluie de feu. Donc ce que vous voyez en orange, c'est dans la région de Naples, donc vous voyez sur des distances de dizaines de kilomètres, les effets de cette éruption ignimbritique. Mais en plus de ces ignimbrites qui se sont déposés dans la région, il y a une colonne de cendres et de gaz qui est parti dans l'atmosphère. Et cette explosion a été tellement colossale, on pense que c'est la plus grosse éruption du Quaternaire en Europe. Hein. On estime autour de 200 km3 de roches qui a été pulvérisée. Imaginez des cubes d'1 kilomètre, 200 cubes d'1 kilomètre empilés les uns sur les autres, donc qui ont été absolument pulvérisés et qui sont partis dans l'atmosphère sous forme de cendres et qui se sont déposés, alors pas seulement en Italie, mais vous voyez la tache rouge là, ça vous montre toute la zone où on a retrouvé, identifié ces cendres qui ont été produites par cette éruption volcanique. Donc ça va très très loin, hein, ça va très très loin. Alors en fonction de l'intensité du rouge, ça vous donne une idée de l'épaisseur de cendres. Alors, c'est de l'ordre de 50 cm quand on est pas trop loin de l'éruption, mais ça fait encore quelques centimètres quand on est à des centaines de kilomètres de là. Et vous voyez, ce panache de cendres est parti vers l'est. Ce que vous avez à droite, c'est une fouille qui se trouve dans le sud de la Russie, dans la basse vallée du Don, un complexe de sites qui est très célèbre, qui s'appelle Kostenki, où il y a des niveaux archéologiques de cette période. Et vous voyez dans les chiffres en blanc qui sont sur les coupes, donc vous avez des dates à 53 000, 46 000, etc. Et vous avez un niveau blanc qui est marqué XH. Eh bien, c'est la couche de cendres déposée par cette éruption des champs phlegréens dans le sud de l'Italie. Donc, dans le sud de la Russie, on observe le résultat de cette éruption. Et d'ailleurs, à Kostenki, il y a certains sites où il y a des épaisseurs considérables de cendres. Pourquoi ? Parce que, je vous avais déjà raconté ça à propos du mont Toba, une fois que tout le paysage est recouvert de cendres, le ruissellement, la pluie va mobiliser cette cendre et la redéposer dans les parties basses. Et cette carte, ça vous donne une idée de la distribution des cendres qu'on observe dans des stratigraphies, mais il y a des tas d'études qui montrent qu'en fait, on a des traces de ces cendres bien au-delà de cette distribution. On en a retrouvé dans la mer Morte en Israël. Il y a même des gens qui pensent qu'il y en a en Europe centrale. Enfin, il y en a un peu partout. Enfin, en gros, c'est quand même parti plutôt vers l'est. Et donc, toujours pareil, l'idée, c'est cette éruption catastrophique, elle aurait créé un hiver volcanique. Pendant plusieurs années, la végétation aurait été complètement anéantie, le gibier aurait disparu. Et donc, en gros, l'idée, c'est les Néandertaliens, ils auraient disparu avec leur gibier et ça aurait laissé la place à des sapiens. Et d'ailleurs, le schéma de gauche, c'est un schéma que j'ai tiré d'un article. Vous voyez, si vous avez de bons yeux, il y a écrit Modern Human, Néandertal sur la carte. Donc, les gens essayaient de voir comment ça pouvait expliquer le remplacement des Néandertaliens par des sapiens. Alors, le problème avec ça, c'est quoi ? C'est que c'est un peu comme Lachan et l'excursion de Lachan.
c'est que la date ne colle pas. C'est-à-dire que, dans le fond, on était très content avec cette date quand on pensait que le remplacement des Néandertaliens par les sapiens, c'était autour de 40 000. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, des sapiens, il y en avait qui étaient là avant. Et donc, ce n'est pas l'éruption des champs phlegréens qui a, si je peux dire, nettoyé le continent européen pour faire de la place aux sapiens. On a, en particulier en Italie, on a de l'Aurignaciens, enfin ce qu'on appelle du proto-Aurignacien, en place sous l'éruption des champs phlegréens. Donc ça veut dire la deuxième vague, si je peux dire, de sapiens, elle est déjà là en Italie, dans le nord de l'Italie, avant l'éruption des champs phlegréens. Donc c'était bien vu, mais ça ne marche pas. Alors les causes moins catastrophiques, mais quand même liées à l'environnement, celle qui a été le plus souvent évoquée, c'est le climat. Donc la question, c'est est-ce que l'instabilité climatique aurait, dans le fond, fragilisé les populations néandertaliennes au point qu'elles disparaissent quasiment avant l'arrivée des sapiens. Alors on se place dans un intervalle de temps qu'on appelle le stade isotopique 3. Vous voyez ça sur la coupe de gauche. Donc en gros, on est entre 60 000 et 25 000. Donc voilà. Et donc ce stade isotopique 3, c'est un stade isotopique qui est entre deux stades isotopiques froids, qui sont le stade 4 et le stade 2. Le stade 2, c'est le dernier maximum glaciaire, et le stade 4, c'est la glaciation d'avant. Alors, le stade isotopique 3, c'est entre guillemets un interglaciaire faible, qui est quand même assez froid par rapport à des vrais interglaciaires, comme le nôtre de maintenant, ou celui du stade isotopique 5. La courbe de gauche, ça vous donne un enregistrement grossier des températures, en fait des masses de glace, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire, enregistrées grâce à la présence d'isotopes de l'oxygène 18 dans les carbonates des fonds marins. Et à droite, vous avez la même chose avec des mesures réalisées dans des carottes de glace au Groenland. Alors la différence entre les deux courbes, c'est que vous voyez qu'en gros, ça bouge dans le même sens, mais la glace du Groenland, l'avantage, c'est que là, on arrive à identifier des feuillets de glace qui sont des feuillets d'une année. Donc on enregistre vraiment des variations très très fines, alors que les dépôts marins, bon, tout est un petit peu mélangé, donc c'est plus grossier. Et ce que vous voyez, c'est que le stade isotopique 3, c'est un stade qui est très instable en termes de température. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est que pendant ces périodes-là, les populations néandertaliennes, elles auraient été exposées à disons, une sorte de stress environnemental qui les aurait graduellement amenuisées. Alors, je vous fais tout de suite remarquer que, bon, d'accord, le stade isotopique 3 est instable, mais avant et après, c'est pas beaucoup mieux. On reviendra sur ce point-là. Et puis alors, en plus de ça, donc ça c'est, disons, l'image, l'image des changements climatiques à grande échelle. En plus de ça, il se passe quelque chose de particulier dans l'Atlantique Nord. Et qu'est-ce qui se passe dans l'Atlantique Nord? C'est une altération de la circulation thermohaline. Excusez-moi. Je suis sûr que vous avez entendu parler de l'AMOC. On parle beaucoup de l'AMOC en ce moment avec le changement climatique. Donc l'AMOC, c'est Atlantic Meridional Overturning Circulation. Et c'est quoi? C'est le fait que l'eau tropicale qui vient des Antilles vers l'Europe, dans l'Atlantique Nord, et qui réchauffe le climat européen,
Ensuite, elle continue son chemin vers le Groenland, et quand elle arrive au Groenland, elle refroidit. Comme elle est froide, elle descend en profondeur, et là, elle passe sous l'eau chaude qui arrivait des Antilles, et puis il y a toute une circulation à l'échelle de la planète qui se produit à ce moment-là. Et ça, toute cette circulation océanique, c'est ce qui tempère le climat européen, aujourd'hui encore. Et on s'inquiète beaucoup aujourd'hui de l'affaiblissement de la MOC. Pourquoi? Parce que le réchauffement climatique est en train de provoquer la fonte de glace au Groenland. Cette fonte de glace, ça provoque une arrivée d'eau douce dans l'Atlantique Nord. Et cette eau douce qui se mélange avec l'eau chaude qui remonte d'Europe, eh bien, elle la rend moins salée. Et comme elle est moins salée, cette eau a tendance à moins descendre en profondeur, et donc tout ce circuit se ralentit. Donc, le réchauffement climatique pourrait un jour conduire au refroidissement de l'Europe, en fait, hein, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et ce phénomène-là, il s'est produit dans le passé déjà, de façon régulière, et c'est ce qu'on appelle les épisodes de Heinrich, du nom de celui qui a reconnu ces choses-là. Et concrètement, ça veut dire que c'est assez brutal, en fait, comme phénomène. Et donc, en quelques siècles, ce qui s'est passé, c'est que cette circulation océanique a été complètement altérée, cet amok s'est ralenti, voire s'est arrêté, et à ce moment-là, on a des débâcles d'icebergs qui viennent du Groenland et qui descendent dans l'Atlantique beaucoup plus bas qu'ils ne devraient le faire. Et donc, pendant ces périodes qu'on appelle des périodes de Heinrich, on a des icebergs qui arrivent jusqu'au Portugal. Et on le reconnaît, pourquoi? Parce que dans les dépôts marins, ces icebergs, qui sont donc des bouts de calottes glaciaires qui ont raclé le socle du Groenland, ils ont collé en dessous des roches du Groenland qui arrivent jusque en face du Portugal, et donc il y a des dépôts grossiers. Alors, on a essayé de mettre en relation ces épisodes de Heinrich avec, toujours pareil, la disparition des Néandertaliens. Et donc l'idée, c'est toujours la même, c'est-à-dire c'est un coup de froid qui dure assez rapide, qui se met en place assez rapidement. Ça dure quelques milliers d'années. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on aurait eu alors un épisode de Heinrich V qui aurait, dans le fond, libéré de la place en Europe, hein, toujours pareil, c'est un refroidissement important, et il aurait été suivi par une période qu'on appelle alors GIS-12, c'est-à-dire Groenland Interstadial, donc c'est un réchauffement entre guillemets climatique, et ça aurait permis l'arrivée de nos migrants du Proche-Orient et d'Afrique. Alors je vous ai dit, le problème que tout cela pose, c'est qu'en fait, on sait maintenant que aussi bien Aranis qu'à Bachokiro, ces migrants, ils n'arrivent pas du tout pendant une période chaude. En fait, ils arrivent pendant une période où le climat qui règne à Aranis, c'est un climat qui est quasiment périglacial. Enfin, en tout cas, qui est l'équivalent du nord de la Scandinavie actuelle. Alors, toutes ces histoires de changement climatique, il ne fait pas de doute que ça a affecté les populations néandertaliennes. En particulier, on a mis en évidence que des changements environnementaux comme ça avaient un effet sur la faune, et surtout pour les groupes qui étaient spécialisés dans la chasse à certaines proies, par exemple les rennes, ça a pu avoir un effet catastrophique. C'est la thèse qui a été défendue par un zooarchéologue qui s'appelle Eugène Morin à propos du site de Saint-Césaire dont je vous ai souvent parlé. En gros, dans ce travail, Morin explique que les populations de caribous actuelles
dans le Grand Nord, enfin au Groenland, dans le nord de la Russie, au Canada, en Alaska, subissent des fluctuations en fonction de variations environnementales, d'ailleurs, qui ne sont pas toujours très bien comprises, mais ces fluctuations peuvent être synchrones sur de très très grandes régions. Et il donne des exemples de... Vous voyez, les chiffres que vous avez à gauche, ce sont des milliers de caribous. Hein, donc, vous voyez que les fluctuations, ça va de plusieurs centaines de milliers à presque rien du tout dans certaines régions. Donc, des fluctuations d'un facteur supérieur à 100 en termes de nombre de caribous. Alors, inutile de vous dire que quand il n'y a plus de caribous, il y a les loups, les populations de loups plongent, et les populations humaines plongent aussi. Hein. On connaît, enfin on a documenté de façon tout à fait précise et tragique l'effet de ces fluctuations de la présence des caribous, en particulier à l'ouest de la baie d'Hudson, où vivaient des Inuits qu'on a appelés les Inuits caribous, justement, parce qu'ils étaient spécialisés dans la chasse aux caribous. Et donc, juste après la Première Guerre mondiale, il y a eu un épisode de famine au sein des Inuits caribous qui a été absolument dramatique. Il y a la moitié de la population, en gros, qui est morte de faim. Les Canadiens, enfin, je veux dire, les autorités canadiennes ont fait ce qu'ils ont pu pour les aider. Tout ça est très documenté, parce qu'à l'époque, il y avait des journalistes, des reporters qui allaient voir ce qui se passait. Et dans les années 50, il s'est produit à nouveau la même chose. Hein. Donc on a eu la moitié des caribous inuits qui ont disparu en 1900, c'est vers 1918, 1920, 1921. Et puis en 1950, il y a l'autre moitié, enfin il y a la moitié qui était restée, il y en a encore une moitié qui a disparu. Et donc ça, il est absolument certain que, d'ailleurs que ce soit les sapiens ou les néandertals vivant dans des zones froides, ont connu certainement des épisodes comme cela. Alors, tout ça est bel et bon, mais si vous voulez, le problème de tous ces raisonnements, c'est que on voit mal comment ce genre de phénomène aurait pu conduire les Néandertaliens à la disparition, spécifiquement au moment où des sapiens arrivent. Pourquoi ? Eh bien parce que les Néandertals ont évolué en Europe pendant presque un demi-million d'années, des fluctuations climatiques, des épisodes de Heinrich, des réductions de la taille des troupeaux de caribous, il en est arrivé plein pendant tout ce temps-là, et ils n'ont pas disparu. Alors après, on en vient à des causes qui sont des causes endogènes, donc on a essayé d'imaginer ce qui pouvait avoir fait le malheur des Néandertaliens. Donc des causes physiologiques, on va en dire quelques mots. En gros, l'idée, c'est être un Néandertalien, ça coûte cher, hein, et donc ça vous place dans une situation de risque. On a mis aussi en avant la faible taille des populations, et donc le fait d'avoir des populations qui soient à la fois peu nombreuses et fragmentées sur le plan géographique, ça aurait pu aussi créer une sorte de fragilité démographique. Et puis les conséquences de ces petites populations, eh bien d'une part un taux élevé de consanguinité, et puis ce qu'on appelle une charge mutagène élevée. Alors c'est quoi cette histoire de charge mutagène élevée ? Lorsque l'on a des grandes populations, le phénomène qui joue de façon massive, c'est la sélection naturelle. Sur les grandes populations, dans le fond, les individus, disons les variations individuelles qui sont les plus favorables, elles vont être sélectionnées, et puis celles qui sont défavorables, elles vont être éliminées. Quand on a des très petites populations, là, ce qui joue surtout, c'est la dérive génique. La dérive génique, c'est quoi ? C'est une espèce de fluctuation un petit peu au hasard. Vous vous souvenez, l'histoire du sac de billes avec des couleurs différentes. Donc, un peu par chance, certains caractères sont fixés dans les populations. Et donc, l'idée, c'est si on a des populations qui sont très petites,
eh bien, dans le fond, la sélection naturelle fait moins le ménage dans les mutations, les variants qui sont délétères que dans les grandes populations. Donc c'est ça l'idée. Alors commençons par les contraintes métaboliques. Ben, là c'est simple, hein. L'idée c'est quoi? L'idée c'est les Néandertaliens sont des hominines qui ont une masse corporelle importante. Là je vous ai mis des estimations en kilos. On parle de masse maigre, hein. Donc c'est sans la graisse, hein. Donc vous voyez, un mâle de 85 kg de masse maigre, c'est un beau bébé, hein. Donc on a ces organismes qui sont des organismes assez coûteux, surtout dans des environnements froids. Et vous vous souvenez aussi, on a parlé de ça à propos de l'évolution du cerveau. Je vous ai expliqué que les Néandertaliens, dans le fond, ils avaient continué dans la direction de cerveaux de plus en plus gros au cours de leur évolution, un chemin que les sapiens n'ont pas suivi, hein. Et donc tout ça, ça aboutit, encore une fois, à des organismes qui sont relativement coûteux en énergie. Voilà des estimations de la consommation en calories, en kilocalories, est faite par différents auteurs. Donc ce qu'on appelle TEE, c'est Total Energy Expenditure, c'est-à-dire la dépense énergétique totale. Ça inclut le métabolisme basal et ce qu'il faut pour l'activité physique. Et vous voyez que tous ces auteurs arrivent à des dépenses énergétiques journalières entre 3000 et 5000 kilocalories par jour pour nos Néandertaliens, avec des variations. Et donc ça, c'est beaucoup, hein. Votre consommation de calories, elle devrait être plutôt 2500 pour les messieurs bien nourris et un peu moins quand même, moins de 2000 de préférence pour les dames. Donc là, on est quand même très très au-dessus. C'est des chiffres qu'on retrouve d'ailleurs, on s'en approche dans des populations de chasseurs-cueilleurs arctiques, les gens qui vivent sur la banquise, qui doivent courir sur la glace pour attraper des phoques, il leur faut pas mal de calories. Et donc, voilà un de ces travaux par Freul et Churchill de 2009. Les triangles sont des Néandertaliens mâles, et puis les Néandertaliens femelles aussi d'ailleurs sont des triangles. Et ce que vous voyez, c'est que en abscisse, on a des températures annuelles moyennes, donc ces différentes régions d'Eurasie. Les ronds, enfin une espèce d'octogone, ce sont des sapiens. Et vous voyez que systématiquement, pour chaque région, les Néandertaliens sont en gros au moins 500 ou 800 kilocalories au-dessus de ce que coûte un organisme de sapiens. Et donc l'idée, c'est ça, c'est que les Néandertaliens sont à risque parce que dans des conditions environnementales extrêmes, eh bien, ils vont avoir tendance à être plus susceptibles d'extinction, un petit peu comme mes Inuits caribous, que des sapiens. Mais là encore, tout ce que je vous raconte, c'est certainement vrai, mais la question, c'est quelque chose qui a joué avant l'arrivée des sapiens. Donc on peut imaginer que dans une relation de concurrence avec des sapiens, ça ait un effet, mais il n'y a aucune raison que ça ait un effet sans concurrence. Et puis, on a parlé aussi donc de la taille des populations. Alors la taille des populations, franchement, là, c'est assez compliqué à évaluer, parce que c'est une question qu'on me pose souvent d'ailleurs. On me dit alors, il y avait combien de Néandertaliens en Europe il y a 40 000 ans? Sur une question auquel on hésite à répondre. Il y a plusieurs méthodes qui ont été utilisées pour ça. Je vous montre
les résultats d'un travail qui avait été fait par un collègue qui s'appelle Jürgen Richter, il y a quand même maintenant pas mal d'années. Et donc, Jürgen Richter, il a utilisé une méthode qui est relativement simple. Il a regardé, en gros, la distribution géographique de différents groupes de néandertaliens. Enfin, quand je dis groupe, je veux dire d'entités, d'industrie lithique, en fait, d'entités qu'on pourrait appeler culturelles, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets d'ailleurs. Et donc, si vous prenez une de ces entités, par exemple le moustérien de tradition acheuléenne, qui est marqué MTA, vous voyez, qui est centré sur la France, soit en passant, il ne s'est pas donné trop de mal pour représenter la distribution géographique, parce qu'on a quand même une carte plus précise que ça de la distribution du MTA. Bon, il a fait un rond qui est à peu près de la surface couverte par le MTA. Et donc ensuite, l'idée, c'est quoi? C'est de dire un groupe de chasseurs-cueilleurs, quelle taille de territoire il leur faut et combien d'individus il peut y avoir dans une bande comme celle-là. Et donc, en gros, voilà, on sait que le diamètre du territoire d'un groupe, on peut l'évaluer avec d'autres moyens, hein, mais disons, on parle de 80 km, 100 km de diamètre, quelque chose comme ça. Bon, il y a une hypothèse beaucoup plus basse, vous voyez, 40 km, une hypothèse beaucoup plus haute, 200 km, mais on est à peu près dans cet ordre de grandeur-là. Et puis après, ce groupe de chasseurs-cueilleurs, en gros, s'ils sont moins de 10 ou 12, ils ne vont pas survivre. Il faut qu'ils soient au moins 25. Et s'ils sont plus que 50 ou 100, ce n'est pas tenable pour un groupe qui vit de chasse et de cueillette dans un endroit précis. Et donc ensuite, ce n'est pas compliqué, on prend la surface du MTA et on voit combien de cercles de 80 km on peut mettre là-dedans, et on multiplie ça par 25 personnes, 50 personnes, 12 personnes, et on a une fenêtre de taille de population. Alors, ce n'est pas une estimation très précise, mais ça donne un ordre d'idée du nombre d'individus qui peuvent vivre dans ce genre de paysage. Et vous voyez que les chiffres sont très bas, en fait. C'est-à-dire, pour le MTA, donc ce moustérien de tradition acheuléenne en France, donc Richter évalue que, vous voyez, la population, on parle de 500, 800 individus. On ne parle pas de dizaines de milliers de gens, hein. Et donc, alors ce qu'il appelle MMO, c'est du mycoquien, bon, c'est un autre moustérien qui est là-bas en Allemagne et en Europe centrale. Donc là, on a des chiffres un peu plus importants, entre 1200 et 2000. Mais vous voyez qu'une fois que vous avez rempli tous vos cercles là, avec 500 là, 1200 là, etc., pour l'Europe, ça vous donne une population peut-être de quelque part entre 5 000 et 10 000 au maximum, hein, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est sûr que c'est une population très faible par rapport aux critères actuels. C'est-à-dire, on est en train de parler de la population de 2 ou 3 gros villages dispersés sur l'Europe occidentale. Gardez en tête aussi que ce n'est pas une distribution homogène. Alors, on a une autre source d'estimation de la taille des populations, c'est ce qu'on appelle le degré d'hétérozygotie. Alors, c'est en fait l'étude de la distribution des segments homozygotes le long du génome, c'est-à-dire en gros la différence pour un variant donné sur le génome. Est-ce que vous avez les mêmes variants ou des variants différents? Ça dépend de la diversité génétique de vos ancêtres. Alors, avec beaucoup de mathématiques, on peut reconstituer au cours du temps la variation de ce qu'on appelle la taille de la population effective. Alors, la population effective, ce n'est pas la population réelle, mais c'est la population qui est nécessaire pour expliquer la diversité génétique. C'est un peu circulaire quand même tout ça. Hein, Et donc, vous voyez que là, à gauche, vous avez... Alors, à gauche, le temps est représenté en, le passé est à droite et le présent est à gauche, le futur est à gauche. Et les courbes que vous avez, ces droites de couleur, ça représente différentes populations. Donc vous voyez un grand paquet multicolore
qui est l'origine de populations actuelles. Hein. Vous voyez qu'elles fluctuent au cours du temps, mais sur la gauche, ça s'arrange. Hein. La taille de la population effective augmente énormément. Et puis vous avez deux courbes qui sont une courbe rouge et une courbe noire qui représentent l'évolution de la taille de la population effective dans les ancêtres d'un néandertalien de l'Altaï et d'un dénisovien de l'Altaï. Et ce que les gens ont déduit de ce genre d'études, c'est qu'en fait, ces populations-là, elles étaient très faibles depuis longtemps. Vous voyez que depuis au moins 400 000 ans, la courbe, elle plonge. Et donc voilà, ça rejoint cette idée que les derniers néandertaliens étaient très peu nombreux. Il y a beaucoup de discussions à propos de ce genre d'évaluation. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, la taille de la population effective, ça n'est pas la taille de la population réelle, qui est, pour vous donner un ordre d'idée, les chimpanzés au meilleur de leur forme, on pense qu'il y en avait à peu près 300 000 en Afrique. La taille de la population effective, c'est de l'ordre de 60 000, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, un facteur. Ce problème, c'est que ce facteur, on a un peu de mal à l'évaluer, parce qu'il varie suivant les espèces, et en particulier chez les hommes, on l'a montré dans plusieurs études, c'est quelque chose qui varie avec le degré de structuration des populations. C'est-à-dire que plus on a des populations structurées, plus la taille effective de population va être faible. Pourquoi? Parce que des populations structurées, c'est des populations qui se marient, enfin qui s'accouplent, qui produisent des enfants, non pas de façon isotrope, en s'accouplant avec n'importe qui, si je peux dire, mais c'est guidé par des critères, en particulier sociaux, et donc on a très bien montré dans certaines sociétés, voilà, vous vous mariez qu'avec quelqu'un qui a la même religion que vous, qui a la même langue, qui a le même si. Et donc plus on a des populations qui sont structurées, et plus la taille de la population est effective. Et donc on ne sait pas trop. Et alors en plus, circonstance aggravante, si je peux dire, pour cette étude-là, c'est que là, on parle d'un néandertalien de l'Altaï et un dénisovien de l'Altaï, et vous vous souvenez que là, on parle quand même d'une zone qui est très périphérique par rapport au cœur, si je peux dire, démographique des néandertaliens, même des dénisoviens. Alors, on ne discute pas, hein, c'est sûr que les néandertaliens ne sont pas très nombreux, qu'on a des groupes qui sont des groupes de petite taille et des groupes où il y a un degré d'endogamie et même de consanguinité qui peut avoir été assez élevé. Je vous rappelle le cas de l'orteil de Néandertal de l'Altaï, où, toujours pareil, hein, grâce à l'étude du génome, on a pu montrer qu'il y avait une forte homogocie. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé chez d'autres néandertaliens hein, de l'Altaï ou même de Vingia. Donc en gros, ce qu'on montre, c'est qu'il y a une forte consanguinité locale et donc le risque d'accumulation de mutations qui sont légèrement délétères. Et donc, tout ça, ça implique que la sélection naturelle purificatrice est moins efficace et que, à la longue, ça peut créer une sorte de vulnérabilité au stress environnemental. Alors maintenant, je voudrais quand même modérer un peu tout ça avec 2 ou 3 observations. Et pour commencer, à propos de la démographie, je vais vous citer un autre travail de Jürgen Richter qui a été assez créatif. C'est quelqu'un qui a fait un relevé très méticuleux de tous les sites néandertaliens qu'on avait en Europe centrale, en particulier en Allemagne, avec une variation de la densité de ces sites au cours du temps. Et notamment, il s'est intéressé justement à la période qui précède immédiatement l'arrivée des sapiens en Europe. Alors, la carte qui est à gauche, c'est les sites qu'on connaît dans le nord de l'Allemagne pendant le dernier grand interglaciaire, enfin le début du dernier interglaciaire, le stade 5e.
La carte du milieu, c'est la suite. Hein, on s'avance vers la glaciation qui correspond au stade isotopique 4. Et la dernière carte à droite, c'est le stade isotopique 3, c'est-à-dire le moment où les Néandertaliens vont être remplacés par les sapiens. Et je pense que même de là où vous êtes, vous voyez que, en fait, le moment où il y a le plus de sites archéologiques, c'est le moment où ils vont être remplacés. D'accord ? Et de façon assez provocatrice, Richter avait intitulé cet article Leave at the height of the party, ce qui veut dire partir au plus fort de la soirée. C'est-à-dire l'idée qu'en fait, les Néandertaliens disparaissent du paysage au moment où ils sont le plus nombreux dans cette région d'Europe. Donc ça colle pas très bien avec l'idée que l'Europe s'est vidée des Néandertaliens au moment où les sapiens sont arrivés. Alors pour finir, évidemment, on va évoquer les causes qui sont liées à l'arrivée de sapiens. Et il y a plusieurs causes qui ont été envisagées. D'abord, alors là, on va parler de compétition. Alors, compétition démographique et écologique. Alors, ça veut dire quoi, des compétitions démographiques ? En gros, c'est l'idée que les sapiens sont tellement nombreux que ils noient complètement ces pauvres Néandertaliens démographiquement. Écologique, en plus, ils exploitent l'environnement d'une façon tellement intense que, dans le fond, ils mangent le pain des Néandertaliens, si je peux dire. Ensuite, on a évoqué aussi l'introduction de pathogènes pour lesquels les Néandertaliens n'étaient pas protégés et qui auraient provoqué leur extinction. Et puis, on parle aussi de compétition technologique. Donc, compétition technologique, ça veut dire les sapiens, ils ont une technologie supérieure, ils ont des armes, des vêtements, des habitats plus perfectionnés. Et puis enfin, génocide. Alors je vous dis tout de suite, génocide, si vous voulez vous faire lyncher dans une réunion scientifique, dites que les Néandertaliens ont été victimes d'un génocide. Donc ça, c'est vraiment le sujet tabou par excellence. Alors, on va commencer par des choses plus soft. Donc, la submersion démographique. Je vous l'ai dit, c'est assez compliqué de faire des estimations de taille de population, mais il y a des gens qui ont essayé. Alors, je ne vais pas développer toutes les méthodes. Là, c'est un travail qui a été produit par Bocquet-Appel et collaborateurs en 2005 sur le Paléolithique supérieur. Donc là, on est après le remplacement des Néandertaliens. Donc il a essayé d'estimer, avec différents indicateurs, densité de sites, comparaison ethnographique, etc., combien il pouvait y avoir d'humains vivant en Europe occidentale à différentes périodes du Paléolithique supérieur. Mais il commence quand même par l'Aurignacien. Et donc l'Aurignacien, c'est les gens qui remplacent les Néandertaliens pour de bon, si je peux dire. On est après 40 000. 40 000, 38 000, 36 000, c'est ça l'Aurignacien. Bon. Et moi, ce que je trouve assez frappant quand on regarde les chiffres proposés par Bocquet-Appel, c'est que taille de population estimée pour l'Aurignacien, pour l'Europe occidentale, estimation moyenne 4 424. Alors vous voyez qu'en fonction de l'intervalle de confiance qu'on prend, ça peut varier énormément. Mais je vous montre ça simplement pour vous dire que les Néandertaliens n'étaient pas nombreux, mais ceux qui les ont remplacés n'étaient pas terriblement nombreux non plus. C'est-à-dire on est en gros dans des chiffres qui peuvent être supérieurs à ceux des Néandertaliens, mais pas très supérieurs. Donc l'idée de la submersion migratoire démographique, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment facile à démontrer. Les pathogènes. Alors, on sait qu'il y a une circulation
de pathogènes entre Néandertal et Sapiens, puisque je vous ai expliqué qu'on a hérité de défense immunitaire des Néandertaliens. Donc ça veut dire que quand même, tout ce monde-là est exposé à les uns étaient exposés aux pathogènes des autres, si je peux dire. Alors le problème de ça, c'est que, d'abord, premièrement, j'allais dire, c'est une hypothèse intéressante, mais c'est indémontrable. C'est-à-dire on n'a aucun moyen, pour l'instant, de mettre ça en évidence. Donc ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas étudier quelque chose que quelque chose n'existe pas. Mais il y a quand même un petit problème avec ça, c'est qu'on sait maintenant qu'en Europe, il y a un recouvrement entre Sapiens et Néandertal de plusieurs milliers d'années. 6000, peut-être plus même, 6000 ans. Vous vous souvenez aussi qu'au Proche-Orient, la mise en place de cette population source qui va donner l'origine des sapiens en Eurasie, c'est pareil. Yazzi, il donne une estimation de 7000 ans. Donc on a coexistence, alors à une échelle géographique assez grande, mais sur plusieurs milliers. Et ça, évidemment, ça contredit l'idée d'une espèce d'épidémie foudroyante qui exterminerait les Néandertaliens, un peu vous avez tous entendu parler des effets de la colonisation des Amériques par les Européens, où voilà, la grippe, la rougeole, Dieu sait quoi, ont diminué de façon dramatique les populations locales. Là, on a un peu de mal à imaginer quelque chose comme ça. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que sur le long terme, il n'y a pas un rôle cumulatif possible de pathogènes. Toujours pareil, dans un contexte de population de petite taille. Donc, on ne peut pas écarter ça complètement, mais bon, ça paraît un peu tiré par les cheveux. Alors après, compétition. Alors, compétition technologique et écologique. Bon, on a beau seriner que les Néandertaliens sont aussi malins que nous, la panoplie technique, alors je parle des Aurignaciens là maintenant, je ne parle pas du Paléolithique superinitial, hein, mais les Aurignaciens qui remplacent les derniers Néandertaliens, donc disons le proto-Aurignacien et l'Aurignacien ancien d'Allemagne et d'Europe centrale, clairement, ils ont une panoplie, en particulier d'armes de chasse, qui est, je pense, supérieure à ce que les Néandertaliens avaient. Alors, ça pinaille, on vous dit oui, mais ils ont des armes de jet, ils ont des pointes emmanchées, etc. Ils n'ont pas ça. Voilà. Et donc ça, c'est quoi? C'est dès le début du proto-aurignacien, donc il y a plus de 40 000 ans en Europe, on trouve toute une panoplie de pointes. Alors, encore une fois, les Néandertaliens, ils ont des pointes aussi, hein, mais là, ce sont des pointes qui sont des pointes très légères, donc qui sont forcément emmanchées sur des projectiles qui ne sont efficaces que si on peut les projeter avec une grande vélocité et à distance. Honnêtement, si vous voulez chasser des bisons, il vaut mieux être loin des bisons qu'à côté des bisons. Et donc, c'est sûrement un avantage. Hein. Et donc, on a dans le proto-aurignacien toute cette gamme, non seulement de pointes, mais aussi de petites lamelles dont on pense qu'elles étaient montées, associées à des pointes en os en particulier, pour fabriquer des armes composites. Et on a dans l'aurignacien une présence permanente de pointes en os emmanchables sur des saguets de petite taille et qui étaient forcément utilisés avec des instruments de projection, des moyens de propulsion, comme ces propulseurs. Alors, je vous dis tout de suite, dans l'aurignacien, on n'a pas de propulseur comme celui qui est dessiné là à droite. Ça, on connaît ça dans le Paléolithique supérieur plus tardif, dans le Magdalénien. On a de très beaux propulseurs en bois de renne. D'ailleurs, on se demande si c'est vraiment des objets qui ont servi vraiment de propulseurs ou si c'était des choses un petit peu artistiques ou symboliques. Mais
on peut concevoir tout un tas de systèmes de propulsion qui ne laissent aucune trace archéologique. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais les légionnaires romains à qui on donnait un pilum, tous ceux qui ont lu Astérix connaissent ça. Le pilum, c'est une arme de jet avec une longue pointe en acier, en fer d'ailleurs, qui se tord. C'est un des principes du pilum et qui fait que ce n'est pas réutilisable par les autres. Et ce pilum, on le lance avec une lanière. On accroche la lanière à l'arrière du pilum, on l'entoure autour du pilum et on se sert de la lanière exactement comme cet individu est en train d'utiliser un propulseur. Donc les lanières, on ne les retrouvera jamais, enfin, sauf miracle. Mais donc très certainement, ça existe à l'Aurignacien et on peut raisonnablement penser que même à population égale, ces migrants, ils ont des moyens d'exploiter l'environnement qui sont des moyens plus efficaces et donc du coup un succès reproductif plus grand et d'autant plus que probablement ils ont aussi un organisme qui est moins coûteux que celui des Néandertals. Et j'ajoute à ça le fait que en plus de cette complexité technologique, il y a autre chose qui est la complexité sociale. Alors là encore, on peut raconter tout ce qu'on veut, mais on n'a jamais trouvé dans le monde néandertalien des objets exprimant une complexité sociale comparable à celle qui est démontrée par la présence dans l'Aurignacien de sculptures d'animaux, d'objets de parure, d'instruments de musique, etc., etc. Enfin, on pourrait faire une conférence entière sur la technologie aurignacien. Voilà. Bon, c'est très, très compliqué. Enfin, c'est très riche, en fait. Alors, quand même, un mot du génocide. Alors, le génocide, généralement, dans les articles qui font la liste de toutes les causes possibles de l'extinction des Néandertaliens, on explique que la cause, la violence intergroupe ou interindividuelle, c'est sûrement la seule raison qui ne peut pas être envisagée. Et l'argument essentiel pour ça, c'est de dire on n'a pas les preuves, on n'a pas de preuves de massacre de Néandertaliens par les sapiens. Le problème, c'est qu'on n'a pas de Néandertaliens qui auraient été en contact avec les sapiens. C'est-à-dire, pour, parler intelligemment de ce sujet-là, il faudrait avoir des fossiles de Néandertaliens dont on soit sûr qu'ils ont été en contact avec des sapiens, en contact suffisamment rapproché. Alors, en fait, encore une fois, j'en connais pas beaucoup. Les seuls fossiles qui sont, peut-être à considérer, sont les fossiles de la grotte du Renne d'Arcy-sur-Cure et puis de Saint-Césaire. Je vous rappelle, ce sont des fossiles de Néandertaliens qui ont été découverts d'un environnement. Alors, on discute, est-ce que c'est châtel-péronnien, est-ce que c'est le contact entre le châtel-péronnien et le moustérien qui est en dessous. Bon, on ne va pas rentrer dans cette discussion-là. Ces fossiles, que ce soit à Arcy-sur-Cure ou à Saint-Césaire, ils ont été datés directement d'un âge qui est compatible avec le fait qu'ils aient été approchés par des sapiens. Alors, à Arcy-sur-Cure, on parle de quoi? On parle de dents. Alors donc les dents, c'est formidable, hein, on peut tirer énormément d'informations des dents, mais sûrement pas les causes de la mort des individus. D'accord? Et donc le seul fossile qu'on ait peut-être représentatif de cette époque et de ce contact, c'est le crâne de Saint-Césaire. Et manque de chance, le crâne de Saint-Césaire, il a une fracture du crâne. Et il a une fracture du crâne de l'os frontal
qui est orienté de telle façon et qui a, j'allais dire, des caractéristiques telles qu'il y a toutes les chances que ce soit une fracture du crâne qui ait été infligée par quelqu'un d'autre. Alors évidemment, on ne sait pas si c'est un autre néandertalien, c'est probable, mais ça peut aussi ne pas être un néandertalien. Alors il s'en est remis, hein, ça a cicatrisé, mais enfin, c'est quand même une fracture du crâne, hein, avec un enfoncement, donc il a dû avoir une sérieuse commotion cérébrale, il n'a pas dû se relever tout de suite. Hein. Et donc, voilà, donc quand on dit on n'a aucune trace de violence dans cette période-là, bah, c'est embêtant parce que le seul fossile qu'on ait de cette période-là, justement, il a une trace de violence. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que les Néandertaliens ont été exterminés par les sapiens ou par quoi que ce soit d'autre, mais simplement, je souligne le fait que, en fait, c'est une absence de données et non pas la démonstration qu'il ne s'est rien passé de tout ça. Et j'allais dire, de mon point de vue, je vais faire quelques remarques finales sur tout ça, mais la violence ne peut pas être exclue complètement des causes, des interactions entre ces groupes-là, et puis éventuellement de l'élimination de certains groupes néandertaliens. Alors les remarques finales que je veux faire, c'est les suivantes. Alors d'abord, les causes catastrophiques, je pense qu'elles sont assez compliquées à évoquer. Pourquoi ? À invoquer. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où elle n'affecte pas les sapiens, ça paraît assez improbable qu'elle n'ait touché que les néandertaliens. Excursion de Lachan, éruption volcanique catastrophique, etc. Pour ce qui est du climat, des causes environnementales, de la réduction de la ressource en rennes ou en autre chose, certainement que c'est quelque chose qui était présent dans les conditions de vie de ces populations néandertaliennes, mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui a été présent pendant des centaines de milliers d'années et qui ne les a pas fait disparaître. Donc il est assez difficile d'y voir une cause unique, et ça vaut aussi pour les causes endogènes, hein, les histoires de, je sais pas quoi, d'endogamie, de charges mutagènes, etc. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même garder en tête que ces stress environnementaux, cette diminution des ressources, ces épisodes climatiques qui ont eu certainement un effet sur la démographie des Néandertaliens, ça a pu jouer, et probablement ça a joué un rôle facilitateur au moment du remplacement. En gros, l'idée, c'est quand deux acteurs sont présents sur la scène, voilà, s'il se passe une catastrophe quelconque et qu'il y a des territoires qui sont libérés, il est fort possible que l'un des groupes puisse, et là en l'occurrence les sapiens, puisse de façon plus rapide recoloniser le milieu. Et je pense qu'il faut voir, par exemple, cette idée d'instabilité climatique pendant le stade isotopique de cette façon, c'est-à-dire imaginer un jeu d'échecs dont les cases passent du blanc au noir en fonction du fait qu'elles sont habitables ou pas. Voilà. Si un groupe a une meilleure résilience, une meilleure capacité à exploiter des environnements qui sont des environnements marginaux, eh bien, il va recoloniser les zones qui sont redevenues habitables de façon plus rapide, et c'est probablement ce qui est arrivé. Donc, pour conclure, je pense que dans l'histoire de l'extinction des Néandertaliens, manifestement, la présence d'Homo sapiens a joué un rôle certain, en tout cas à partir de 50 000. Enfin, souvent, l'argument qu'on sort quand on veut
rejeter cette notion que Sapiens a éliminé Néandertal d'une certaine façon, c'est de dire « Ah, mais avant, il y a 100 000 ans, il y a 60 000 ans, il y a 80 000 ans, ce n'était pas le cas. » Mais le problème, c'est que la technologie, l'organisation sociale et même les caractéristiques biologiques des sapiens d'il y a 80 000 ans, 200 000 ans ou 300 000 ans, ça n'a pas tellement de sens de les évoquer dans cette question-là. Là, on parle de ce qui se passe après 50 000. Et donc, c'est probablement une combinaison de compétition technologique, écologique, donc l'exploitation de l'environnement, et démographique, qui a amené au remplacement progressif des Néandertaliens par les sapiens en Europe. La violence, bon, on ne la voit pas, mais elle ne peut pas être exclue du tout. Et je pense qu'il faut quand même garder deux points en tête. C'est d'abord la très longue durée de ce phénomène-là. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment frappant, qui me donne beaucoup à penser. Pourquoi ? Parce que, aussi bien au Proche-Orient, avec la constitution de cette population réservoir qui va être la source de la colonisation de l'Eurasie, qu'en Europe, avec ce remplacement en plusieurs étapes, avec parfois de l'hybridation, parfois pas d'hybridation, etc., donc qui se déroule au minimum entre 47 000 et 40 000, 7 000 ans, ça veut dire que dans cette compétition, on n'a pas un groupe qui a une sorte de supériorité écrasante sur l'autre. Donc manifestement, les Néandertaliens étaient très bien adaptés à l'environnement, ils s'en tiraient très bien, et il y a des régions où manifestement, ils ont persisté plusieurs millénaires après l'arrivée des sapiens dans l'est de l'Europe. Et encore une fois, ça pose la question, dans le fond, de pourquoi on n'a pas ce phénomène d'absorption, de mélange, que d'aucuns appellent de leur vœu, si je peux dire, aimeraient avoir à présenter. Mais au final, il faut quand même aussi considérer que ce n'est pas seulement les Néandertaliens qui ont été remplacés, en fait, ce sont toutes les formes qui n'étaient pas des sapiens, qui, après 50 000 ans, ont été remplacées. Pas seulement en Europe, mais partout dans le monde, en fait, partout dans l'ancien monde. Et ça, je pense que ça, pour moi, c'est l'argument ultime qui montre que, dans le fond, il est vain de se poser la question de savoir pourquoi les Néandertaliens ont disparu. La question, ce n'est pas pourquoi les Néandertaliens ont disparu, la question, c'est qu'est-ce qui se passe avec notre espèce qui fait qu'à partir de 50 000 avant le présent, partout où notre espèce est allée, elle a poussé à la disparition les populations locales, parfois en les absorbant, mais de façon tout à fait marginale. Et pour terminer, je vous ai promis un petit clin d'œil. J'ai vu cette publication passer il n'y a pas très longtemps. Vous vous souvenez de l'homme de Flores, et je vous ai expliqué qu'on avait redaté le site récemment, il y a quelques années maintenant, une dizaine. Et donc on s'est rendu compte qu'en fait, l'homme de Flores, il n'avait pas disparu il y a 18 000 ans comme on l'a cru longtemps, mais il a disparu probablement plutôt vers 50 000. Et j'ai fait plus que suggérer que sa disparition il y a 50 000, justement, ça tombe un peu en même temps que l'arrivée des sapiens dans cette région du monde. Eh bien, voilà un papier qui vient de sortir, 2026. Devinez quoi ? Donc, c'est une étude dans la grotte de Liangboi où on a ces hommes de Flores, où on a étudié les isotopes le long de spéléothème. On a aussi étudié la quantité de restes de stégodons, etc. Et devinez quoi ? Eh bien, au moment de la disparition des derniers hommes de Flores, eh bien, il y a un assèchement du climat. Et cet assèchement du climat se termine par une éruption volcanique, là, qui est à droite,
En dessous, descendre, on a des hommes de Florès. Au-dessus, descendre, on a des sapiens. Et donc, vous voyez, la paléanthropologie est un éternel recommencement. On continuera encore et encore à proposer des scénarios comme celui-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Je ne vous dis pas à l'année prochaine, je vous dis au 16 juin, parce qu'il va y avoir dans cet amphithéâtre un colloque qui va se tenir exactement sur les thématiques du cours de cette année. Donc je vais inviter des collègues qui sont des archéologues, des généticiens, des gens qui connaissent ces sujets beaucoup mieux que moi et qui parleront de plusieurs aspects qui ont été évoqués pendant le cours de cette année. Et je suis sûr que ça va être un colloque passionnant, j'espère que vous pourrez venir.